Okay, you can get started. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Clément Vaillant, je suis votre instructeur sur ce cours Journalism AI Discovery, sur les 6 semaines qu'on va passer ensemble. Donc, vous avez reçu cette semaine, ce mardi, le premier module comment l'IA est utilisée dans le journalisme. Et pour accompagner à chaque fois la sortie d'un module, eh bien, je vous propose qu'on rencontre des personnes, des expertes et des experts qui travaillent dans le secteur du journalisme et qui utilisent de l'IA au quotidien. Et aujourd'hui, pour notre première session live, eh bien, j'ai l'honneur, vraiment le plaisir de partager cette session avec Camille Petinéo, qui va nous présenter un projet hyper intéressant sur de la data et de la data créée à partir de l'IA. Camille, déjà, est-ce que tu peux nous présenter tu peux te présenter un petit peu? Oui, alors moi, je m'excuse d'avance, je ne vais pas pouvoir vous montrer le projet parce que je suis en condition sur mon téléphone portable et pas sur mon ordinateur. Ça s'appelle les aléas du direct. Mais je vous invite du coup à vous connecter à dataina.fr pour commencer à naviguer sur le produit pendant que je vous en parle. Donc moi, je m'appelle Camille Petinéo, je suis data journaliste. Et je suis arrivée en mai 2023 à l'INA en tant que rédactrice en chef adjointe en charge de l'exploitation éditoriale de la data et donc en tant que responsable éditoriale de dataina.fr. Voilà. Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler sur de la data à la base? Alors, donc moi, je suis data journaliste bien avant l'INA. Je suis devenue data journaliste parce que j'avais l'envie de rendre plus lisible et plus compréhensible la complexité du monde. Alors, c'est un peu grandiloquent, hein, dit comme ça, mais en gros, le data journalisme, avec l'analyse de données et la data visualisation, ça permet quand même de faire émerger des histoires qui auparavant étaient noyées dans la masse des données. Et donc aujourd'hui, mon terrain d'investigation, c'est vraiment les métadonnées des archives audiovisuelles pour voir comment les médias s'emparent de sujets de société et vont les traiter ou pas d'ailleurs. Alors, parle-nous un petit peu, Camille, de cet outil dataina.fr. Présente-nous un peu cet outil qui est assez récent. Oui, donc on a lancé dataina.fr en octobre 2024. On vient de souffler sa première bougie. Dataina.fr, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est le site d'objectivation des médias français. On a sur dataina.fr une vingtaine de médias audiovisuels, donc radio et télévision. C'est les JT du soir, par exemple, de TF1, de France 2, de M6, etc. Ou les chaînes d'infos comme CNews, France Info, LCI. Et on a les matinales radio de sept radios, donc Europe 1, Sud Radio, RMC, RTL, etc., etc. Au total, on a 1,5 million d'heures qui sont explorables à travers 16 graphiques, 28 graphiques et 16 questions, pardon. D'ailleurs, on a fait une petite nouveauté là en septembre, on a mis en avant certaines questions à travers un carrousel directement sur la home page. Et donc, voilà, ça permet de rebondir un petit peu plus à l'actualité. Par exemple, là, on est en plein, bientôt dans la COP 30, et on a mis en avant une question sur à quel point est-ce que les médias parlent de biodiversité ou pas. Voilà. Donc, on s'en sert aussi pour mettre en avant des sujets de médiatisation, des sujets de société. Comment est-ce qu'on fait tout ça? 1,5 million d'heures, c'est énorme, hein. Eh bien, on a été obligé d'utiliser l'IA à cause de cette volumétrie. On utilise 3 outils IA. Un qui fait de la transcription, donc c'est comme les sous-titres. Un qui fait de la reconnaissance d'entités nommées. Une entité nommée, ça peut être une personne, ça peut être un lieu, ça peut même être une organisation. Nous, sur dataina.fr, on a décidé de mettre en avant les personnes et les lieux. Et la troisième IA, c'est une IA maison qui s'appelle Ina Speech Segmenter, qui a été développée par notre service recherche et qui permet de faire de la catégorisation sonore. Donc, il est capable à la fois de différencier de la musique, du bruit, du silence, de la parole, et au sein même de la parole, il est capable de différencier la voix d'un homme et d'une femme. Et donc, ça nous permet tout ça, toutes ces données qui sont produites par l'IA, ensuite de les éditorialiser sur le site à travers
quatre clés de lecture, 3 périmètres. Donc, les périmètres, c'est JT du soir, chaîne d'info et matinale radio. Et les clés de lecture, on a les personnalités. On va avoir des graphiques qui nous expliquent quelles sont les personnalités les plus mentionnées pour chacun de ces périmètres. On va avoir une clé de lecture qui nous montre les mots de l'actualité. Donc, on va pouvoir taper un mot, une expression, donc par exemple biodiversité, et voir à chaque fois à quel point ce terme est employé. Une clé de lecture sur les lieux où on va avoir des cartes avec les pays et une dernière clé de lecture sur la parité femmes-hommes. On va pouvoir voir pour chaque chaîne à quel point la parité femmes-hommes est respectée ou pas. Donc là, l'idée, là, je viens de partager l'écran pour avoir un petit peu une idée de la plateforme. Et là, par exemple, comment se répartit le temps de parole entre les femmes et les hommes sur cette semaine? Et on arrive du coup sur des données qui vont nous permettre très précisément, donc là, on est sur des données du mois de septembre. Alors, on est les données qui vont du 1er janvier 2015 jusqu'au 30 septembre 2025. Donc là, il y a 10 ans de données. Les 1,5 million d'heures, c'est sur une profondeur de 10 ans. On peut effectivement le filtrer, le graphique. Donc là, tu as les 30 derniers jours. Si tu cliques sur la période, tu vas pouvoir même filtrer pour avoir les 6 derniers mois, pour avoir donc toute la période et même faire une période personnalisée. Donc à chaque fois, ça te recharge le graphique. Voilà. Et donc là, on a vu la clé de lecture sur le temps de parole femmes-hommes. Mais si par exemple, là, tu disais la biodiversité, on va aller voir ça en cliquant le mot. Si tu veux. Ouais. On peut aller dans mots. Dans mots. Tu avais déjà fait la clé de lecture? Là, si tu te mets par exemple sur les chaînes d'infos continues et que tu tapes biodiversité entre guillemets parce que c'est un mot précis qu'on cherche. Bon. Hop. Donc là, on a les JT et donc on voit à quel point les JT ont mentionné le terme biodiversité. Donc là, tu es sur le mois de septembre. Exactement. Voilà. Et on voit que c'est un sujet qui est assez peu traité, mentionné en tout cas à l'antenne. Pour ce mois de septembre. Ouais. Pour ce mois de septembre. Évidemment, avec la COP, ça va être un petit peu différent, on l'imagine. Un peu différent. Donc là, on a vu 2 clés de lecture. La troisième, les personnalités. Ouais. Et là, il y a des choses à dire. Sur les personnalités, on peut se faire un petit quiz, par exemple. Si tu te mets sur les chaînes d'information en continu, d'après vous, au mois de septembre, Gabriel Zucman, il est... voilà, ça donne directement la réponse. Là, on est sur les JT. Mais du coup, sur les chaînes d'infos, si tu ne scrolles pas, dans votre tête, dites-vous un chiffre entre 1 et 20. Et donc, ça va vous montrer ce graphique, à quel point Gabriel Zucman, il est médiatisé. Donc, si tu vas sur le graphe, du coup, qui est directement ouvert sur le mois de septembre, alors, il faut que tu descendes pour avoir le graphe, voilà. Si, ouais. Exactement. Et donc, l'économiste Gabriel Zucman, à travers la taxe Zucman, est la 11e personnalité la plus mentionnée sur les chaînes d'infos en continu. Et alors, vous le remarquez, c'est la seule personnalité de ce top où on a un espèce de petit picto orange. Et donc, je t'invite à cliquer dessus, Clément. Ce picto orange, c'est ce qu'on appelle un point d'attention à destination de nos internautes. Et c'est un partage de connaissances de tous les biais et hallucinations IA que nous, on a pu détecter dans notre contrôle, qu'on appelle du contrôle de la pertinence, donc avant publication des chiffres. Et donc là, pour Gabriel Zucman, on s'est rendu compte que sur les chaînes BFM TV, CNews et LCI, au mois de septembre 2025, ils avaient tendance à surmédiatiser Gabriel Zucman à cause de la fameuse taxe Zucman. Donc, quand on dit taxe Zucman, l'IA qui fait la transcription, puis l'IA qui fait la reconnaissance d'entités nommées, a tendance à attribuer ces mentions-là à Gabriel Zucman. Voilà. Et il y a eu d'autres cas assez intéressants où l'IA pouvait confondre aussi Johnson & Johnson. Ça, tu peux nous le raconter aussi, c'était assez intéressant. Oui, par exemple, un cas qui est vraiment emblématique, c'est Charles de Gaulle. À chaque fois
qu'on parle du porte-avions ou de l'aéroport Charles de Gaulle, eh bien, ça compte pour l'ancien président, quoi. Donc, il est systématiquement surmédiatisé par rapport à sa médiatisation réelle en tant qu'individu. Ça, c'est pour le moment une problématique de ce qu'on appelle des fenêtres de contexte des outils IA. Ces fenêtres de contexte, elles vont s'améliorer au fur et à mesure du temps. Hein, et normalement, on ne devrait plus avoir ce type de confusion. Ils devraient être capables, enfin, les outils IA devraient être capables de différencier la personne d'un objet ou d'un lieu. Voilà. Ok, en comprenant le contexte dans lequel exactement, est dans lequel prononcé s'insère ce mot. la phrase, exactement. Si on nous parle d'avions militaires ou du bâtiment Charles de Gaulle qui doit être rénové, bon, bah, on ne peut pas parler du président, on ne rénove pas une personne. Voilà. Et là, par exemple, là, je viens de simuler, du coup, toutes les occurrences sur Charles de Gaulle, depuis, du coup, la période disponible dans les datas, donc c'est-à-dire ça fait 10 ans de data. Exactement. Avec un pic des mentions en 2020. Et c'est là où après, du coup, c'est intéressant d'aller comprendre pourquoi les chaînes de télé ont parlé spécifiquement de Charles de Gaulle en 2020, quelle a été l'actualité en lien avec ça. Exactement. Et, ok. Et d'ailleurs, tu as vu, tu peux filtrer tes chaînes. Donc, tu peux comparer la médiatisation de Charles de Gaulle sur différentes chaînes. Peut-être que BFM en a moins parlé que LCI ou que CNews. Voilà. Donc là, tu vas avoir le cumul BFM et CNews. Voilà. Et tu peux regarder en fonction, si tu décoches, tu peux voir s'il y a des tendances, si certaines chaînes ont tiré ou pas la médiatisation de Charles de Gaulle. Voilà. Est-ce que tu peux nous... Donc là, on voit l'outil, on voit un peu le réacteur, ce qu'il y a sous le capot, avec les 3 intelligences artificielles différentes, dont l'IA développée en interne pour reconnaître les voix. Est-ce que tu peux me donner des cas concrets dans le cas des journalistes où ça peut les aider à trouver des datas supplémentaires, soit pour faire un sujet entier, soit pour parfois juste trouver la petite donnée supplémentaire qui va faire l'accroche en premier para de ton article? Ouais. Alors, depuis le lancement de Dataina, j'ai pas mal de mes confrères qui l'ont utilisé pour nourrir des sujets. Par exemple, à l'Express, au moment du sommet de l'IA, j'ai un confrère data journaliste qui l'a utilisé pour faire un papier, 4 infographies sur la place qu'a pris l'IA dans nos vies. Et donc, dans la place qu'a pris l'IA dans nos vies, il a fait un graphique à partir des données de Dataina sur à quel point, depuis que ChatGPT est ouvert au grand public, on parle plus d'IA et d'intelligence artificielle. Donc ça peut être un premier type d'utilisation. Donc là, c'est un complément à un sujet. Un deuxième type d'utilisation, c'est carrément faire un sujet avec pour point de départ les données de Dataina. Et ça a été le cas du journal Médiacité, qui a fait un sujet sur Johanna Roland, qui est extrêmement médiatisé par CNews. Donc, on a un sujet local en plus. Ce qui est génial, c'est que dataina.fr, ça permet à la fois de faire des sujets vraiment très généralistes et en même temps d'aller sur des problématiques ultra locales. Et on a aussi Complément d'enquête qui a fait un numéro sur les OQTF. C'était l'année dernière et qui a utilisé Dataina pour une séquence pour montrer à quel point aussi ce terme OQTF s'est développé dans le paysage médiatique. Voilà. Alors, je partage l'article de nos confrères de l'Express et le passage avec la mention, les données de Dataina, c'est celui-ci. Hein, exactement. Avec comment ChatGPT a démocratisé l'IA dans les médias, ce que tu disais, et l'arrivée de l'agent conversationnel, fin novembre 2022. Et ça, du coup, ce sont les courbes de data. Data, exactement. Ok. Là, c'est intéressant de montrer comment on peut venir ajouter un petit plus dans l'article avec simplement avec un graphe comme ça qui vient illustrer et donner un peu du crédit aux propos qu'on avance, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ce que tu fais avec ces données? C'est toi aussi qui travailles beaucoup avec ces données. Quel type d'enquête? Pour le coup, c'est des enquêtes.
Quel type d'enquête tu as pu mener avec cette data? Alors, donc, au sein de l'INA, moi, je travaille pour à peu près tous les pôles de la rédaction. Donc, la donnée, je m'en sers à la fois pour faire des enquêtes presse écrite pour la revue des médias. Par exemple, avec François Quinton et Tom Salambien, on a signé une enquête sur la médiatisation de 2 opérations d'ingérence russe, les Mains Rouges et les Étoiles Bleues. Et donc, on a réussi à montrer comment, d'une opération d'ingérence à une autre, les médias ont appris justement à détecter ces signaux faibles et ne pas surmédiatiser ce type voilà, c'est exactement cet article, ce type d'opération d'ingérence étrangère. Ça peut être aussi... Donc là, si on s'arrête un instant Ouais. sur cette enquête, qu'est-ce que t'ont apporté les datas En fait, elles générées sont par l'IA? là, pour le coup, elles sont vraiment le cœur du réacteur parce que l'idée, c'était, notre hypothèse de base, c'était les médias ont appris d'une opération D'une d'ingérence ingérence. à une autre. Et du coup, pour pouvoir prouver ça, il a fallu à la fois voir à quel point ces 2 opérations, elles sont médiatisées, mais aussi voir quel est le contexte dans lequel elles sont médiatisées. Donc, est-ce qu'on les médiatise pour parler d'antisémitisme ou est-ce qu'on les médiatise pour parler d'ingérence? Et donc, du coup, là, la donnée, derrière, j'ai fait des scripts Python pour pouvoir croiser les vocabulaires entre eux et pour pouvoir faire émerger justement cette information de l'association entre les différents vocabulaires. Donc là, tu as la courbe de toutes les mentions, chaîne par chaîne, enfin, chaîne info par chaîne info. Et si tu descends normalement, j'avoue que ça commence à... Ici, on va avoir une courbe, a Ouais, priori. Encore un peu plus bas, peut-être. En fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça vient confirmer une intuition exactement. de base Mm, que vous, en tant que journaliste, vous pouviez avoir, quoi. Et exactement. la data générée, consolidée avec de l'IA, vous permet de venir confirmer cette intuition. Alors, en fait, la data, elle est produite par l'IA, mais nous, derrière, on va faire ce qu'on appelle une étude qualitative. L'étude qualitative, c'est aller voir les archives en elles-mêmes pour confirmer les résultats qui nous sont sortis par l'IA, que ce soit le nombre de mentions ou le type d'association. Donc après, quand on avait X occurrences qui sont dues à une association avec le vocabulaire antisémitisme ou avec le vocabulaire ingérence, on est allé voir les archives. Donc, on est allé sur le terrain, typiquement. Et puis, on a aussi interviewé des experts parce qu'on confronte toujours les chiffres au terrain. C'est la base du métier de journaliste. On ne reste pas uniquement avec nos chiffres dans un coin. Des chiffres seuls, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà. Et parmi les autres enquêtes que tu as pu faire avec cette data qui vient de dataina.fr, il y avait celle sur la médiatisation de la guerre en Ukraine depuis le début du conflit. Ça, on est capable de dire quelle chaîne parle le plus du conflit par rapport aux autres Exactement. et aussi mesurer dans le temps à quel point il y a une érosion des sujets du traitement médiatique de cette affaire, Oui, de ce conflit. exactement. Que ce soit pour la guerre en Ukraine ou pour le conflit Israël-Palestine, on voit dans les 2 cas des dynamiques de désintérêt progressif. Au moment du 7 octobre, j'avais réussi à prouver grâce Alors là, pour le coup, ce n'était pas des données IA, mais c'était des données du dépôt légal, donc indexées par des documentalistes, donc des humains. Mais j'avais réussi à prouver que sur les 30 précédentes années, au 7 octobre, en gros, on parlait quasiment plus du conflit. Le plus gros du conflit, c'était sur la deuxième intifada. Bon, bref, les données permettent de montrer en fait ces dynamiques d'intérêt et de désintérêt des médias et ensuite, en allant interviewer des experts, mais surtout en prenant le téléphone et en appelant les rédactions,
et donc les directeurs d'antenne, etc., ça permet de récupérer des insights du terrain pour comprendre pourquoi telle ou telle rédaction va mettre l'accent ou pas. Et donc là, sur la guerre en Ukraine, je raccroche le wagon. Ce qui était intéressant, c'est que on a LCI qui s'est complètement positionné sur la guerre en Ukraine par rapport à ses concurrents. On avait cette intuition en regardant la chaîne, mais là, on peut vraiment l'objectiver, on peut montrer des différences en termes de volume, quoi. Et après, j'ai appelé directement la chaîne pour en discuter. Voilà, pourquoi avoir fait ce virement-là, éditorial, etc., etc. Donc, ça permet aussi de mettre au jour des décisions éditoriales, quoi. Et c'est intéressant de voir à quel point, dans le cas de la guerre en Ukraine et du conflit israélo-palestinien, qu'il y a comme une inversion des courbes et les rédactions ont réduit la voilure sur la guerre en Ukraine pour se focaliser sur le conflit israélo-palestinien, et qu'un sujet écrasait l'autre, et qu'il y avait comme une mécanique des fluides qui pouvait s'opérer aussi, pas sur toutes les chaînes, mais sur certaines chaînes notamment. Sur certaines chaînes, alors après, on ne peut pas être partout, hein. Une rédaction, elle a un nombre limité de journalistes, donc elle ne va pas pouvoir les envoyer sur tous les fronts. Enfin, envoyer des journalistes sur le terrain, ça coûte cher. Toutes les antennes n'ont pas les moyens de pouvoir avoir un correspondant sur place en permanence interne. Après, beaucoup s'appuient sur des pigistes externes. En tout cas, quand on prend un peu le recul sur la première année après le 7 octobre, et si on compare avec la première année de la guerre en Ukraine, on est quand même relativement sur des proportions équivalentes. Quand on prend une moyenne sur ces périodes-là. Voilà. Mais c'est sûr qu'à l'instant T, quand il se passe quelque chose sur le terrain, forcément, on va plus en parler. Est-ce qu'il y a d'autres enquêtes que tu as pu mener avec dataina.fr que tu aimerais évoquer? Alors, sur la revue des médias, il y en a pas mal, mais l'une des dernières, c'était par rapport à l'affaire Thomas Legrand et Patrick Cohen, réussir à montrer en fait qu'il y avait une omniprésence de cette affaire sur deux antennes qui étaient donc Europe 1 et CNews, et que le sujet a quasiment pas été traité par contre sur les chaînes audiovisuelles publiques. Donc là, ça permettait aussi de factuellement revenir sur un événement qui a quand même cristallisé le débat pendant un long moment à la rentrée. Ouais, c'est intéressant. Et puis après, Dataina, moi je l'utilise, donc comme je disais, je travaille pour pas mal d'entités de la rédaction, donc ça peut être aussi pour faire des formats réseaux sociaux, ça peut être là pour faire une émission qu'on a en partenariat avec France Info, qui s'appelle L'Inattendu. On a fait notamment, je crois qu'un des derniers numéros, c'était sur le narcotrafic. À quel point on en parle du narcotrafic? Est-ce qu'il y a une recrudescence de cet emploi-là? Et d'ailleurs, qui est-ce qui parle de narcotrafic? Voilà, donc les datas ont permis de faire une chronique dans l'émission. Et puis, on a lancé aussi le baromètre dataina.fr de l'actualité. Donc, nous, on met nos données mensuellement à jour sur le site. Et donc, à cette occasion de mise à jour, on publie un baromètre avec un focus d'actualité et 3 indicateurs qui sont complémentaires à ceux qui sont présents sur le site. On a les 100 mots les plus prononcés dans le mois. Et d'ailleurs, dans le détail du top, on peut voir les mots qui sont entrés dans le top. Donc, il est téléchargeable gratuitement dans le menu de dataina.fr. Le deuxième indicateur, c'est les territoires. Donc, on peut comparer les départements de France métropolitaine avec les DOM-TOM. Pour faire ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un ratio entre le nombre de mentions pour 10 000 habitants. Et donc, ça nous permet de comparer la Creuse avec l'Île-de-France, etc. Et enfin, on a la parité, l'évolution. Les territoires sont là. Peut-être qu'on peut prendre un instant pour regarder la carte des territoires. En fait, c'est un peu la météo de la médiatisation médiatisation des départements, exactement. Donc là, en l'occurrence, c'est le département français, ouais. Exactement.
Après, donc voilà, c'est un indicateur qui est construit. L'idée, c'était de pouvoir comparer les départements entre eux. Et donc, on a tout mis sur la même échelle, donc 10 000 habitants. Parce que forcément, il n'y a pas le même nombre d'habitants en Île-de-France qu'en Creuse, qu'à La Réunion, etc. Et donc, ça nous permet de voir aussi les dynamiques médiatiques derrière ça. Et je donne des indices de pourquoi ces départements sont médiatisés pour les 5 premiers du top. Donc, par exemple, là, au mois de septembre, la Corse du Sud et la Haute-Corse, elles ont explosé dans le top 5. Pourquoi? Parce qu'il a fait très, très beau. Et donc, il y a eu plein de sujets sur la météo exceptionnelle, etc. Après, il y a le Cantal aussi qui est en 3e position. Lui, malheureusement, c'est pour une actualité dramatique qui est le suicide d'une directrice d'école. Et donc, voilà, tous les mois, je donne un petit peu ces insights-là pour les 5 premiers départements. Mais après, voilà, on peut recouper en allant voir les archives pour voir comment exploiter ça. Voilà. En regardant cette carte, Camille, je me dis que si j'étais rédacteur en chef ou directeur de l'information de TF1, rêvons un instant, je pourrais aussi me servir de cet outil pour regarder Mm. à quel point ma chaîne, entre guillemets, sous-médiatise Mm. certains territoires par rapport à d'autres. Exactement. Et Et donc là, voir analyser aussi là où ces on est plus pratiques performant éditoriales. par rapport aux concurrents. Et donc, oui, elle est hyper intéressante pour ça, cette carte. Là, on a le global, hein, on a tous les médias qui sont disponibles. Hein. Donc, il y en a 16. Mais oui, là, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir, tiens, est-ce que le JT de TF1, il médiatise autant tel territoire que le JT de France 2. Voilà. On peut voir certaines dynamiques. Et en fonction de la saisonnalité aussi, on voit des dynamiques avec forcément les départements du pourtour méditerranéen et la côte atlantique qui sont beaucoup plus médiatisés à partir du mois de mai, par exemple. Voilà. Et donc, ça pourrait permettre aussi d'interroger ces pratiques éditoriales en tant que chaîne de télévision. Exactement. Moi, quand j'ai créé cet indicateur, ma question, c'était est-ce qu'il existe une diagonale du vide de la médiatisation en France? Voilà. Je savais qu'on parlait très peu des dom-toms. J'avais pas trop de doutes là-dessus. Après, je me demandais vraiment, est-ce qu'en France métropolitaine, il y avait aussi ce manque de visibilité, quoi. En voyant cette carte, ça me fait penser au cas d'usage de l'IA concernant la médiatisation de The City of New York, qui a cartographié en fait tous ses contenus grâce à l'aide de ChatGPT, a fait une carte de chaleur de New York et des alentours et a été en capacité de dire, bah, tiens, il y a cet arrondissement, ce quartier de New York, on n'envoie pas du tout de journalistes, on ne traite jamais ce quartier. Et donc, ça leur a permis de faire un réajustement édito à partir de ce qu'ils ont objectivé, quoi, de tous leurs articles écrits. Donc, je trouve que c'est intéressant comme cas d'usage de l'IA, du coup, de s'interroger sur ces pratiques journalistiques. Exactement. Et on a Eric qui nous dit « Cela aurait été très intéressant pour le journal télévisé de Jean-Pierre Pernaut. » Et totalement. Mon rêve, mon rêve. Malheureusement, on ne l'a pas dans le périmètre encore de Dataina. On n'a que les JT de 20 heures. Mais oui, dès qu'on aura les JT de 13 heures, je pense que c'est un des premiers sujets que je fais. Parce que là, ça permettrait… Là, pour l'instant, on s'arrête à 2015. Oui, dans le C'est temps, on ne ça? remonte que jusqu'au 1er janvier 2015. Mais par contre, tous les mois, on rajoute la donnée du mois en cours, quoi, de la donnée fraîche. Et jusqu'à quand on va être capable de remonter dans le temps? Est-ce qu'on va être capable de remonter jusque dans les années 2000, voire avant encore? Normalement, les années 2000 devraient être atteignables. Ouais. Ouais. Mais tout ça, c'est du temps de calcul, hein, parce que en fait, plus on remonte dans le temps, plus on a des problématiques de support qu'il faut numériser. Bon, la plupart sont numérisés hein, déjà, mais pour vous donner une idée, si je dis pas de bêtises, je crois que en 2024, on devait être à 27 millions d'heures qui sont stockées au titre du dépôt légal à l'INA. À fact-checker quand même ce chiffre-là, mais je crois que c'est 27 millions. Donc c'est énorme. Hein. Nous, on n'est que 1,5 sur Data AINA, donc on est à moins de 6% si je fais bien mon calcul. Donc forcément, ça va mettre du temps pour remonter. Mais ouais, l'idée, c'est on remontera jusqu'à ce qu'on soit freiné par la techno, quoi. Donc ouais, et ça, alors,
Je me doute de la réponse, mais c'est un travail qui aurait pu être fait sans IA, le fait d'être capable de documenter mot à mot la télé. Ben non, enfin faites l'exercice vous-même, faites une interview d'1 heure et retranscrivez-la à la main. Vous voyez le temps que ça prend. Encore une fois, 1,5 million d'heures. Quand on a lancé Dataina, on en était à 700 000. Donc là, rien qu'en un an, on a doublé le volume de données disponibles. J'avais une stat, mais je ne l'ai plus exactement, mais faites le calcul. Si vous atteignez l'âge de 100 ans, vous aurez vécu un peu plus de 780 heures, quelque chose comme ça, ou 756 heures. Donc, il y a 2 vies humaines de centenaires sur Dataina. C'est énorme comme volume. Donc, C'est vrai qu'on perd vraiment, un peu la notion de ces valeurs. obligé. Ouais. On n'avait pas fini, désolé, je t'ai interrompu Non, pas de dans souci. l'exploration de ce baromètre, Exactement. délivré du coup chaque mois, là, un peu le bulletin météo Mm. de la télé française. Ouais. Euh, Et là, on a vraiment le bulletin météo de la parité femmes-hommes. Donc, les femmes sont en jaune et les hommes sont en rouge. Euh, Spoiler alerte, je crois qu'au mois de septembre, on a une seule chaîne qui atteint la parité tout pile, c'est France Culture, mais toutes les autres sont en dessous, dont certaines sont vraiment très très en dessous. Ce qui est intéressant dans le baromètre, c'est que du coup, je donne la fluctuation par rapport au mois précédent. Est-ce que ça a vraiment augmenté ou pas par rapport au mois précédent, ou est-ce qu'on stagne, etc., etc. Et ça, oui, oui, c'est très très regardé par les chaînes, typiquement. c'est les bons, les mauvais élèves. Mm. Et d'ailleurs, l'outil d'IA que tu as décrit tout à l'heure, il Oui. sert aussi à l'ARCOM, le gendarme de la télévision. Ça, on peut en parler un petit peu Exactement. aussi. Ouais. Ben, du coup, David Doucan, qui est le chercheur qui a principalement bossé sur InnaSpeech Segmentor, hein, il est avec une équipe, c'est pour ça que je dis principalement, et je connais pas tous les noms de l'équipe, donc je m'excuse par avance s'il passe par là. Il travaille depuis maintenant 3 ans avec l'ARCOM pour délivrer le rapport de la parité femmes-hommes. Donc l'ARCOM, eux, ils font aussi leurs propres stats de leur côté, mais ils demandent à l'INA, à travers InnaSpeech Segmentor, de pouvoir calculer ces stats-là aussi. Ouais, c'est hyper intéressant. Mm. Et pour le coup, c'est des données qui sont objectivées, donc on ne peut vraiment pas venir dire, enfin, critiquer la donnée, pour le coup, elle est totalement neutre, quoi. On a vu, du coup, la parité femmes-hommes, ou Peut-être tu peux l'absence remonter, de parité. ouais, l'absence de parité. Peut-être tu peux remonter sur le moment d'actualité qui est notre focus. Donc tous les mois, en fait, on va faire un focus sur une actualité marquante Ah, c'est encore plus haut. du mois. C'était Ouais, justement exact. OK. Et donc là, au mois de septembre, on s'est posé la question de la médiatisation du procès de Nicolas Sarkozy, enfin du jugement de Nicolas Sarkozy plutôt. Et donc, on a voulu le comparer avec le jugement de Marine Le Pen pour voir lequel des deux a été le plus médiatisé, pour pouvoir comparer ces deux jugements. On est allé regarder les 4 jours qui ont suivi le jugement pour chacun des deux. Et on voit que non seulement Marine Le Pen a été plus médiatisée, alors qu'en face, on a un chef d'État, mais en plus, on peut voir le détail des dynamiques éditoriales pour chacune des chaînes. Et donc, par exemple, France Inter, c'est la seule matinale qui a plus parlé du jugement de Nicolas Sarkozy que Marine Le Pen. France Culture a été totale équité, quoi, équilibre parfait entre les deux affaires. Et sinon, sur toutes les autres, c'est Marine Le Pen qui le remporte haut la main, avec notamment un chiffre pour Arte qui en a parlé 6,4 fois plus que Nicolas Sarkozy. Après, ça sous-tend aussi des dynamiques éditoriales. C'était avec l'Europe, etc., etc. Donc, il faut venir aussi recontextualiser les chiffres. Sur quel sujet, toi, la data t'a la plus surprise, entre guillemets, où tu t'es dit, tiens, waouh, c'est très étonnant quand même. La médiatisation d'un mot, peut-être, dans l'actu. La médiatisation d'un mot, on l'a vu par rapport à la biodiversité sur les JT par exemple. Je savais que, en gros, je m'interrogeais sur
est-ce qu'on parle plus de sujets climat ou pas depuis le Covid? Oui, on en parle plus. Et après, je suis allée creuser sur biodiversité. Effectivement, même la biodiversité, on en parle 3 fois plus depuis 2021, donc entre 2021 et 2025, versus entre 2015 et 2019. En gros, on était autour d'une centaine de mentions par année entre 2015 et 2019. Je compte pas l'année 2020, pour moi c'est une année blanche avec le Covid. Et si on reprend nos stats entre 2021 et 2025, sachant que l'année n'est pas terminée, là on est quasiment à 300, quoi. On est autour de 289 de mémoire, quelque chose comme ça. Donc on a triplé les mentions. Après, un autre sujet sur lequel les datas m'ont étonné, c'est l'un des papiers que j'avais fait en octobre dernier pour la revue des médias sur le traitement médiatique des violences sexistes et sexuelles, où j'avais pu remonter plusieurs enseignements, dont le fait que le terme MeToo est quasiment plus utilisé aujourd'hui qu'en 2018, alors que le mouvement MeToo, lui, il apparaît en 2017. Donc là, sur le graphe de ce papier, je m'arrêtais en 2024, au premier semestre 2024, mais vous voyez, le premier semestre 2024 surpassait largement 2019, etc. Alors qu'en 2019, on a le Grenelle contre les violences faites aux femmes, par exemple. Donc ça, c'était assez étonnant. Un peu plus bas dans ce papier-là, je fais aussi le comparatif entre l'utilisation de l'expression féminicide versus crime passionnel. Et là, j'ai réussi à prouver que, bah oui, féminicide, c'est largement imposé dans le paysage médiatique face à crime passionnel. Et puis là, si tu veux que je C'est commente... plus bas encore? Ouais, c'est Il était encore où, plus bas. ouais. Il est vraiment plus bas. C'est la chute du C'est papier. la fin. Voilà, exactement. Voilà. Donc là, on a semestre par semestre comment ça évolue sur chacun des périmètres, donc les JT, les matinales radio, les chaînes d'infos, etc. Donc ça, c'était assez étonnant de pouvoir l'objectiver, quoi. En tout cas, c'est quelque chose qui n'avait jamais été montré. Ouais, c'est intéressant. Voilà. Et puis, si tu veux qu'on remonte sur le graphe que tu montrais avant avec BFM, pareil, on sait que avec MeToo, il y a eu de plus en plus de médiatisation de ces affaires de violences sexistes et sexuelles. Mais ce qu'on a réussi à montrer en data, c'est que cette médiatisation, ces dernières années, elle est essentiellement tirée par BFM et CNews. Par exemple, BFM, ils ont augmenté leur traitement médiatique des violences sexistes et sexuelles de 62%. En 2024 par rapport à 2019. Donc c'était voilà, la data permet de montrer ça. Et ensuite, à l'époque, c'était Philippe Corbet. Je l'avais appelé pour comprendre pourquoi au sein de la rédaction, enfin, est-ce qu'au sein de la rédaction, il y avait des choses qui faisaient, enfin, des changements qui ont fait que on parlait plus de ces De sujets VSS. ou pas. Et il se trouve que dans le service police-justice, qui était dirigé jusqu'à à peu près l'automne 2023, il y avait une journaliste, Cécile Olivier, qui est une journaliste qui s'intéresse particulièrement à ces questions-là et qui maintenant travaille pour le magazine Elle et qui continue à faire ce type d'enquête. Elle s'est vraiment spécialisée sur ce terrain d'investigation-là. Et donc forcément, ça a sensibilisé autour, etc., etc. C'est pas uniquement parce qu'il y a des affaires que c'est médiatisé. C'est ça que je veux dire. Et c'est Oui, important on voit. de pouvoir raconter ça, en fait. Parce que le grand public ne peut pas le savoir. Enfin, si on n'a pas le prétexte des datas pour toquer à la porte et essayer de comprendre, c'est plus compliqué. Voilà. Et on voit bien les dynamiques éditoriales, là, dans le cas de Exactement. LCI, avec le moment où ça chute Ouais, assez brutalement, d'ailleurs. c'est pas du Et tout leur sujet. ouais, Mm. qui du coup, LCI plus orienté sur l'inter. Exactement. OK. Et donc là, ça permet du coup d'objectiver encore les dynamiques éditoriales. Exactement. Des choses qu'on ressent un petit peu tous quand on est tous consommateurs d'informations. Mais là, pour le coup, c'est factuel, quoi.
Mais encore une fois, je ne reste pas uniquement avec mes chiffres. Voilà, comme je disais, j'ai appelé les rédactions pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et puis aussi, je suis allée voir les archives pour voir comment sont traités les sujets, et notamment sur CNews. Oui, ils ont augmenté leur couverture du sujet de 35% sur la même période, hein, entre 2024 et 2019. Enfin, 2024, on s'arrête en juin 2024 sur ce graphique-là. Donc, ça déborde un petit peu sur c'est les 12 derniers mois, donc on remonte un peu dans le temps. Bref, mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est que la manière dont ils en parlent, c'est pas forcément pour en parler mieux, quoi, si on peut le dire comme ça. Ouais. Il y a une espèce de contre-discours, en fait, journalistique qui peut se faire. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une des chercheuses sur le sujet que j'ai interviewée, qui s'appelle Laure Beaulieu. Il me disait, voilà, sur cette chaîne-là et sur certains médias, il y a une espèce de contre-discours journalistique sur les luttes des féministes, quoi. D'où l'importance d'aller donner du contexte à de la data et de ne pas la livrer brute comme ça, parce que ça ne veut rien dire sinon. Exactement. Je me permets de faire une petite digression. Je donne cours en école de journalisme sur l'IA au service des journalistes. J'ai un exercice que je fais faire aux étudiants de master, où je leur demande de se mettre dans la peau d'une rédaction, où je leur impose 3 personas: journaliste à l'équipe, journaliste à gala et journaliste pour un média généraliste. Je crois que j'avais mis Le Parisien. Et je vais simplement partager, puisque j'ai eu une proposition très étonnante qui montre qu'en fait, sur des sujets, même sur des sujets sportifs, la data est capable d'amener des éléments d'analyse assez intéressants. Et là, ces élèves ont fait un sujet sur le ballon d'or masculin et féminin, avec un comparatif de la médiatisation des 2 ballons d'or. Donc, c'était il y a quelques semaines, avec Ousmane Dembélé qui remporte le ballon d'or. Et là, le comparatif ici, là, il est assez intéressant. Ousmane Dembélé vs Aitana Bonmati, qui est triple ballon d'or féminin, qui est une joueuse, enfin la meilleure joueuse du monde, qui est espagnole, enfin bref, très très connue, et pourtant assez peu médiatisée. Et en fait, ça, on est capable aussi de l'objectiver avec le nombre de mentions qui est assez famélique en comparaison avec Ousmane Dembélé. Et ces étudiants, du coup, ils ont eu cette intuition. Ils travaillaient évidemment pour l'équipe, avec le persona journaliste au journal L'Équipe, de montrer la sous-médiatisation de Aitana Bonmati. Et là, c'est Luka Modric vs Ada Hegerberg, 2 anciens Ballon d'Or également. Et je trouvais que cet exemple était assez intéressant pour se dire, tiens, c'est pas vraiment lié que à des sujets d'enquête profonds. N'importe quel journaliste peut s'emparer de cet outil et aller challenger la data pour trouver une idée d'angle aussi très différent, quoi. Oui, c'est vraiment complémentaire. De toute façon, la donnée est un point de départ vers des histoires. Voilà. Vers des histoires, vers des formats. Voilà, faut le prendre comme un point de départ. Comment tu vois dataina.fr dans 5 ans, Camille? Eh ben, j'espère qu'il sera beaucoup plus popularisé, qu'il sera devenu un peu le réflexe justement pour essayer d'objectiver ce qui se passe dans le cercle des médias audiovisuels, voire élargir le périmètre un peu plus. Toujours aussi rigoureux, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que on livre, enfin, je l'ai évoqué rapidement, mais les données qu'on livre sur le site, avant de les livrer, on a tout un tas de contrôles qui sont opérés, hein. Déjà, on fait ce qu'on appelle des vérités terrain pour tester les IA, et on ne sélectionne que les IA qui ont le meilleur score pour répondre à nos problématiques éditoriales. Et quand je dis problématique, c'est exigence éditoriale. Et une fois qu'on a fait ça,
tout au long du processus de production de la donnée, on va vérifier la complétude de ces données, donc vérifier que chacune des IA produit bien de la donnée, etc. Voilà. Et on va aussi regarder ces fameux biais. C'est ce dont je vous parlais avec les points d'attention. On fait ce qu'on appelle du contrôle de la pertinence sur la clé de lecture personnalité. C'est les petits pictos orange qu'on vous a montré tout à l'heure. En gros, tous les mois, pour chaque chaîne, on va aller regarder les 20 personnalités qui ont été le plus détectées par nos IA et on va vérifier dans l'archive que quand ces IA détectent cette personne, c'est bien de cette personne qu'il s'agit et pas d'une hallucination ou d'un biais. Et donc, cette information, on ne la garde pas pour nous, on la partage aux internautes donc via ces petits pictos orange, orange, ouais. ces petits textes. Et l'idée derrière, c'est oui d'en faire un outil pour les journalistes, mais aussi un outil d'acculturation pour le grand public. Parce que notre cible, c'est pas forcément qu'une cible professionnelle, c'est surtout une cible grand public. C'est que tout un chacun puisse aller voir comment les sujets sont traités, comment les personnalités sont médiatisées ou pas, etc., etc. Et aussi s'acculturer à ce que c'est que l'IA, à ce que ça peut produire de bien, mais aussi de moins bien, comme les biais et les hallucinations. Et donc, vraiment, à chaque fois, dans ces textes-là, il y a 3 niveaux d'information. C'est quelle IA s'est trompée et qu'est-ce qu'elle a fait comme erreur. Le deuxième, c'est qu'est-ce que ça a comme impact sur mon interprétation du graphique. En l'occurrence, c'est très souvent de la surmédiatisation. Et le troisième niveau de lecture, c'est est-ce que ces IA, elles vont finir par s'améliorer ou pas. Or, vous le savez très bien, dans le monde de l'IA, tout va très très vite. Et donc, ces fameuses fenêtres de contexte, là, pour les exemples qu'on vous a donnés sur Charles de Gaulle ou sur Gabriel Zucman, bah, peut-être que dans les 6 prochains mois, cette erreur sera plus faite. Voilà. Donc, voilà. Vraiment, dans 5 ans, j'espère qu'on sera toujours aussi fidèle à ces piliers-là, la rigueur scientifique journalistique, l'acculturation du grand public et voilà, la mise à disponibilité. Voilà. Et justement, Eric, tu tombes bien. On arrivait à la partie questions-réponses. Eric a une question. Comment feriez-vous pour justement élargir au-delà des médias audiovisuels? Par quoi commenceriez-vous? Est-ce qu'il y a des projets en ce sens? Oui, on y réfléchit beaucoup. Alors, bah déjà le web, hein. Rien que le web, on pourrait s'intéresser à des médias en ligne, etc., ou à certaines chaînes de journalistes, enfin, d'influenceurs qui font du contenu qui peut se rapprocher de contenu traité journalistiquement. Je pense à Hugo Décrypte, par exemple. Voilà, enfin, il y a plein. Les sujets sont. Voilà, on y pense. Et est-ce que des partenariats avec de la presse écrite, par exemple, l'alliance de la presse écrite, pour venir comme rassembler toutes les datas au même endroit et être capable d'interroger un jeu de données aussi bien de presse écrite et de visuel, ça serait possible? On pourrait très bien mettre de la presse écrite aussi sur Dataina, mais voilà, l'endroit, c'est Dataina. Et là, pour l'instant aussi, on parle d'un projet français, mais en fait, on pourrait tout à fait imaginer que cette technologie, on va dire, ou cet agglomérat de technologies, je ne sais pas trop comment tu te présentes toi, c'est plusieurs couches d'IA, soit aussi branchées, entre guillemets, sur d'autres télévisions à l'étranger et en Europe notamment. Ça serait hyper intéressant d'analyser les mécaniques éditoriales que tu as décrites juste à l'instant, mais au niveau européen, quoi. Au niveau européen, au niveau mondial, ce n'est que la première année de vie de Dataina. Et on a plein de choses encore sous le pied et plein de surprises à venir. Si vous avez d'autres questions pour Camille, c'est le moment. N'hésitez pas à poser vos questions. Le temps qu'on prenne des nouvelles questions, moi j'avais 2 autres questions que je voulais te poser, Camille. L'essentiel du cours Journalism AI Discovery, c'est vraiment d'apprendre les bases de l'IA aux journalistes et de leur montrer des choses concrètes et comment ça pourrait les aider dans leur quotidien de journaliste. Une question concrète que j'avais envie de te poser, c'est si toi, tu devais donner des conseils à des journalistes qui aimeraient lancer leur projet IA,
Mm. qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? De tester, d'être curieux, d'être ouvert, de tester, de beaucoup lire de la documentation scientifique. Alors, ça peut faire peur au début, hein. Mais en fait, dans les labos de recherche, il y a plein de choses qui sont testées par des gens dont c'est le métier, qui pourraient être détournées pour des usages journalistiques. Je vous en parle en conséquence de cause parce que moi, juste avant l'INA, je travaillais à l'INRIA dans un labo qui s'appelle le CEDAR et qui justement construit des outils à destination de journalistes qui ne codent pas pour pouvoir faire de l'enquête dans des très, très grosses masses de données. Voilà. Donc, voilà, c'est être curieux, aller parler à différents métiers, se rendre à des séminaires, etc. Mais c'est surtout tester, hein. De toute façon, il n'y a pas de secret. Tant qu'on ne met pas les mains dedans, on ne fait qu'effleurer le haut de l'iceberg, quoi. Tester, échouer, retenter, etc. Exactement. De toute façon, on apprend, enfin, chaque échec est un apprentissage. Voilà. Là, Et aussi suivre des personnes sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de journalistes qui testent et qui partagent justement ces tests, notamment sur LinkedIn. Je pense à Jean Abatiessi, mais je pense aussi à Stanislas de Livonnière qui, par exemple, tu rigoles parce que tu vas l'inviter aussi, c'est ça? je ne vais pas l'inviter, mais je sais exactement de quoi tu vas parler. Vas-y, je vais chercher la vidéo pendant ce temps. Exactement, donc c'est The Sea Shepherd, donc qui est le récit de Christian Hoche, qui est prix Albert Londres de 1978. Et donc, il n'y a pas d'image qui existe de ce reportage-là. Et lui, grâce à plusieurs outils d'IA, il a réussi à faire de l'animation et à pouvoir raconter ce récit en images, vraiment comme si on était dans un documentaire. Donc, il a utilisé plusieurs outils. Il y a Sora, il y a Kling, il y a Midjourney. Enfin, bon, bref, il y a une grosse dizaine d'IA qui ont été utilisées pour ce projet. Et enfin, moi, je trouve ça génial, quoi. Je l'ai juste là. Je Voilà. vais juste me permettre de vous le partager. Donc, tout ça, c'est des images générées, hein. Il n'y a aucune image n'est réelle. C'est vrai que la bonne manière d'aborder les choses, c'est de tester, de voir ce que ça donne, et puis d'avancer comme ça, sans se donner trop d'a priori, de regarder ce que ça peut donner, quoi. Exactement. Il faut se donner des... Et puis, peut-être commencer par des petits projets qui ont des objectifs concrets de réalisation. Parce que si vous vous lancez dans un trop gros projet, vous risquez de vous décourager en vous disant non, mais là, j'y arriverai jamais. Commencez par des tâches qui ont des effets concrets aussi pour vous. Et petit à petit, vous allez voir, vous allez monter en compétences à la fois sur le prompting, mais aussi sur la compréhension des biais de ces outils, réussir à les contourner pour que, voilà, à la fin, ça puisse quand même vous servir, quoi. Génial. Si on n'a pas d'autres questions, j'ai la dernière question que je vais te poser. Mm. Hem, Quel est le projet IA que tu as vu dernièrement qui t'a vraiment impressionné, où tu t'es dit: «Waouh, ça, c'est vraiment hyper intéressant», dans le secteur du journalisme, Mm. évidemment? Bah, moi, je trouve, enfin voilà, le projet de Stanislas, je le trouve génial. Après, il y a Jean Abatiessi qui a codé, d'ailleurs, je vous invite à aller lire le reportage de mon confrère Xavier Eutrope sur la revue des médias, qui allait l'interviewer justement. Il a fait un petit outil qui permet de détecter du plagiat. Et je trouve ça génial, en fait, à l'ère de l'IA, on en parle beaucoup, de ses droits d'auteur, etc. Bah, le recopieur, donc c'est le nom du petit outil qu'il a codé, voilà, est capable de reconnaître des passages entiers qui sont paraphrasés, etc. Enfin, il y a plusieurs niveaux, tout est expliqué dans l'article. Et ce que je trouve génial dans cet article, c'est qu'il raconte aussi ses échecs. Comment il est monté petit à petit pour faire cet outil. Et à la fin, il a fait appel à quelqu'un dont c'est plus ou moins le métier pour recoder bien l'appli, quoi. Et il Voilà. raconte aussi les limites de son outil et Exactement. sa «mort» entre guillemets, certaine, quoi. Sa mort certaine, pourquoi? Bah, à cause des IA elles-mêmes, quoi. Enfin, on ne spoile pas l'article, mais enfin voilà. Pour moi, c'est un projet qui est assez cool. Après, il y a d'autres projets, mais qui sont plutôt des projets qui sont faits en interne des différentes rédacs avec
voilà, je sens monter une tendance au vibe coding, donc vraiment des gens dont c'est pas du tout le métier de coder, qui ont jamais fait de formation pour apprendre à coder et qui détournent vraiment la puissance de ces outils d'IA, des LLM, pour pouvoir apprendre à coder et coder des applis de A à Z pour répondre à des besoins concrets, genre tiens, j'ai pas de calendrier pour mon équipe. Ou tiens, j'ai pas de Trello pour mon équipe, j'ai pas les moyens de me payer un abonnement Trello, est-ce que tu peux me recoder Trello? Voilà, c'est des trucs parfois très très basiques, mais qui peuvent changer la vie d'une rédaction. Voilà, donc c'est des choses que j'ai pu voir dernièrement dans des rédactions en interne. Je peux pas citer les noms de ces rédactions-là pour des raisons de confidentialité, mais voilà. Ouais, très intéressant. C'est cool. Très intéressant. Merci beaucoup, Camille, pour ton temps et pour ta présentation. De... Dataina.fr, donc du coup, qui est vraiment à destination de toutes et tous, et en particulier quand même des journalistes, pour venir alimenter leur papier. Donc, utilisation ouverte. La plateforme est totalement gratuite. N'hésitez pas à aller sur dataina.fr. Avant de se quitter, j'en profite simplement pour vous dire la prochaine session live que nous allons avoir ensemble, avec un peu moins de bugs techniques, je l'espère. Désolé pour les petits retards cette fois-ci. Ce sera avec Alexandre Barlot, qui est journaliste, chef de projet IA à Radio France. Et Alexandre Barlot, alors lui, c'est assez intéressant puisqu'il va nous parler de Notebook-LM. C'est une IA développée par Google, et comment Radio France a utilisé cette IA développée par Google pour préparer une interview de Michel Barnier. C'était lorsqu'il était encore Premier ministre, donc l'ancien Premier ministre français. Je donne un peu de contexte. Je sais qu'il y a des gens partout à travers, des journalistes partout à travers l'Afrique qui nous suivent, et aussi au Québec, donc c'est important que je resitue un petit peu tout ça. Donc l'ancien Premier ministre français interviewé sur Radio France, et une interview composée en partie évidemment, mais grâce à un travail assez monstrueux de collecte de données issues des émissions locales du service public de Radio France. Donc 44 heures de radio analysées en quelques minutes, qui permettent de construire une interview derrière, des questions pour une interview. Tout ça, Alexandre va nous développer et nous présenter un petit peu tout ce qu'il y a sous le capot. Vous aurez compris, c'est un peu ça le concept, pour que ça vous inspire. Et ce sera vendredi prochain, donc le vendredi 14, je vérifie que c'est bien le 14, a priori c'est bien le 14, et ce sera à 17h GMT, donc 18h heure de Paris, avec Alexandre Barlot. Et voilà, je vous ai tout dit. Merci Camille, et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.